considère que ce programme est bon du fait qu'il place ces problématiques-là au premier plan de ses préoccupations, parce qu'en fait, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de multipartisme et de démocratie, il n'y a pas de développement sans que cette problématique de la paix, de la stabilité et de l'unité nationale ne soit résolue. C'est pour ça que je pense tout à fait que, effectivement, le Premier ministre, dans son programme, n'a pas occulté toutes ces défaillances, toutes ces tares de notre système, y compris les plus récents. Mais ce qu'on attend et ce qu'on voudrait, avec le Premier ministre engagé aujourd'hui, c'est la consolidation de tout cela. Et cette consolidation-là, je n'ai pas senti dans le discours du Premier ministre une volonté de faire tout seul. Le gouvernement ne peut pas avoir la prétention de tout régler les problèmes du Tchad tout seul. Il a peut-être une mission d'orientation, de stimulation de l'action, mais c'est l'opposition, c'est la majorité, c'est les citoyens de quelque bord qu'ils soient qui doivent résolument être aux côtés, puisque nous appliquons un programme issu du programme du chef de l'État qui a été majoritairement et triomphalement porté à la tête de l'État par des citoyens tchadiens. Et nous avons une majorité à l'Assemblée, et au-delà de la majorité de l'Assemblée, il n'y a eu que des abstentions, il n'y a pas eu d'opposition. Ça veut dire que ce programme-là emporte l'adhésion de la nation tchadienne. Ce qu'on attend, c'est l'implication de chacun au regard de ce vote-là pour sa mise en œuvre. Mais il n'est pas question que le Premier ministre ou le gouvernement ou le chef de l'État tout seul, puisque par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au vote qu'il y a eu, ça devient le programme de chacun et de tous. Et nous devons non pas s'asseoir sur sa chaise, attendre que ça se réalise, mais faire en sorte que chacun, dans son petit espace, puisse contribuer, pousser à la roue, parce qu'il y a un proverbe qui dit que le peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun dirigeant ne peut réaliser des objectifs, faire avancer le pays sans le concours de chacun. Et puisque ce programme est accepté globalement de tous, nous attendons que chacun y mette du sien pour que ce soit en termes de problématiques de la paix, de la stabilité et de l'unité nationale, en matière de démocratie, puisqu'il y a des ouvertures, il y a des engagements qui ont été pris, en matière de la restauration de l'autorité de l'État ou des prestations sectorielles que nous devons mettre en œuvre, que chacun apporte sa contribution et que le gouvernement joue son rôle d'accompagnateur, son rôle d'incitation. Oui, très bien, merci. Béral Maïkoubou, vous êtes l'un des représentants du peuple à l'hémicycle. Vous pouvez aussi contribuer à la consolidation de la paix? Bien sûr, nous pouvons y consolider, oui. Mais il est une chose qui suffoque l'esprit. Et ça c'est l'équivoque que je voudrais relever. Nous avons nos chers amis de la majorité et la plupart des hautes personnalités, comme M. Gong, qui vient de s'exprimer, qui ont cette définition simpliste de la paix qui équivaut à l'absence de la guerre. Et ça, je pense que si on part de cette définition, qui pour moi est complètement simpliste, on ne peut rien changer. La paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Quelle serait alors votre définition? Pour moi, ma définition de la paix, c'est la cohésion sociale, l'égalité entre les Tchadiens et la justice. Lorsque, sous prétexte de la paix et de l'unité nationale, l'on nous demande on exhorte tous les Tchadiens, et d'ailleurs il y a des artistes qui s'y mettent, il y a des hommes politiques qui s'y mettent, il y a des pseudo-intellectuels qui s'y mettent. On dit, oublions le passé, nous étions tous coupables, passons à autre chose. Je vous le promets, lorsque dans un pays qui a vécu des affres de la barbarie humaine, comme c'est le cas du nôtre, aucune unité ne viendra sans justice. Il n'y a pas de pardon sans justice. Lorsqu'on veut imposer le pardon aux Tchadiens en disant « pardonnez-vous » et on continue, mais on pardonne quoi quand on ne connaît pas le coupable de quoi que ce soit? On ne peut pas dire que nous sommes tous coupables. Cette espèce de bonne conscience collective libère chaque individu de sa mauvaise conscience particulière. Et donc, nous vivons dans le flou total. Ça, c'est la première chose que je voudrais établir. L'unité nationale, je veux bien, mais l'unité passe par la justice et ceux qui se sont rendus coupables de quelque chose par le passé de notre histoire
doivent en répondre. Voilà le point sur lequel le Rwanda ou l'Afrique du Sud nous ont dépassés. Nous, on veut brûler les étapes et dire non, oublions, nous étions tous coupables, soyons unis. C'est la première chose. Deuxièmement, concernant le programme politique du gouvernement, lorsqu'on a posé la question, nous étions plusieurs élus à poser la question de savoir pourquoi est-ce que son gouvernement est aussi pléthorique de 42 ministres quand même pour gérer seulement à peine 11 millions de Tchadiens. L'explication qui nous a été donnée, c'est qu'il fallait prendre en compte toutes les régions du Tchad. Eh bien, bravo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons 22 régions. Le jour où nous en aurons 30, peut-être qu'on aura 80 ministres pour les gérer. Ça veut dire qu'au lieu de juguler la problématique de la mésentente des Tchadiens basée sur le régionalisme, basée sur les différents égoïsmes, on trouve des solutions cosmétiques qui font qu'on partage des petites portions de gâteaux, des petites postes aux uns et aux autres pour dire toutes les régions, mais derrière, et la population qui n'est pas ministre alors, et les éleveurs et les agriculteurs qui se coupent la gorge alors, et les musulmans et les chrétiens qui ne peuvent pas se marier librement entre eux alors, et le chrétien qui peut pas, ou le musulman qui ne peut pas prier librement dans un coin du pays parce que la majorité est chrétienne. Alors, tous ces problèmes-là, on ne les pose pas. On ne peut pas faire de l'unité esthétique. Qui vous dit qu'on obtient tout ça comme par enchantement, ça n'est pas ça ne demande pas un travail d'éducation, un travail le problème avec l'éducation, c'est d'entente, l'espace de dialogue. Et puis, je pense que par rapport à tout ce qui sévit aujourd'hui comme intégrisme, extrémisme et tout ça, il faut se féliciter qu'aujourd'hui, même si pour vous ce n'est pas de votre goût, que les gens s'entendent. N'est-ce pas? Ah bon? Je pense que c'est de l'information. Oui, mais quand vous dites que c'est une entente de façade, etc., mais l'effort fait par ne fût-ce qu'au niveau des 3 confessions religieuses, je pense que appeler les gens à la cohésion, à l'unité, au pardon, à l'entente, mais sans ces vertus-là, comment voulez-vous réaliser l'unité nationale? La justice, justement, relève de l'exécutif, n'est-ce pas? Ça, y a pas dans le programme. Relève de l'exécutif, la justice. Il faut la réaliser à travers, justement, un programme. Et moi, je pense que si on parlait des priorités, il fallait qu'on s'occupe de cette question de la sécurité alimentaire. C'est vrai, on veut mécaniser notre agriculture. Les tracteurs commencent à faire leur apparition remarquée dans nos campagnes. Les tractoristes n'ont certainement pas reçu la formation adéquate. Il faut s'y mettre, il faut continuer à doter tout le monde. Mais il y a aussi l'éducation. L'éducation, mais c'est là où on a réalisé le maximum. Je rappelle tout simplement qu'en 90, c'est à peine 14 CEG, 7 lycées, n'est-ce pas? 7 lycées, 5 ordinaires et 2 techniques. Donc aujourd'hui, vous êtes à 1300 établissements du secondaire. Vous étiez à 54 000 élèves du secondaire, vous êtes aujourd'hui dans l'ordre de 1 million, sans compter l'école primaire. Et l'université qui était quoi? L'université du Tchad, aujourd'hui, combien d'universités vous comptez? Donc, là, ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question. Quel pays ne connaît pas dans son système éducatif, à un moment donné, des baisses de niveau? Donc, est-ce que sur le plan des progrès quantitatifs, on peut raisonnablement, objectivement ignorer tous ces bons en avant? Et je dis que le pays amorce son industrialisation. Et le programme dit cette question est centrale. Au niveau de l'élevage, on va pouvoir se mettre maintenant à aller à un élevage industriel avec la transformation des produits de l'élevage. Vous avez au niveau des industries il y a 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'il y avait?
On avait commencé un tissu industriel, mais qui a disparu. Donc, Launa, vous êtes le conseiller juridique, c'est ainsi que je vous ai présenté. Beral Mbaye vous parle de la justice qui est absente dans le programme politique. Elle n'est pas absente. Bon, de toute façon, justement, c'est sur... mais avant de venir à ça, je crois que la question de la justice et la justice sociale occupe l'essentiel du programme. Et je crois que le député... Excusez-moi, vous l'avez lu vraiment, le programme politique, Beral? C'est un devoir, oui. Okay. Bien sûr, je l'ai lu. Donc, moi, bout en bout. C'est qu'on peut suspecter qu'il ait participé à un débat sans avoir lu le programme. Le programme, puisqu'il le dit lui-même. Mais je voudrais simplement dire, avant toute chose, que la question de la paix, la question de la cohésion sociale, la question... Le Premier ministre, dans le programme que nous avons devant nous, a été clair. Il aurait pu dire simplement que... Non, la question de la paix, de la sécurité, de l'unité nationale et de la stabilité, ce n'est pas une action ponctuelle que le Premier ministre pourrait initier un décret pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons la paix. Non, c'est un processus long. Et surtout, comme je venais de le dire, quand on a traversé des situations comme celle que le Tchad a traversée il n'y a pas longtemps, c'est un processus. C'est un processus et qu'il faut, qui demande l'implication, la contribution de chacun. La paix et la stabilité, c'est une activité de tous les jours. Donc, moi, je ne pense pas que dans ce programme-là, le Premier ministre ait prophétisé qu'il a mis fin à la guerre, qu'il a mis fin aux possibilités de retour à la division. Non. C'est une invitation de chacun à œuvrer au quotidien, chacun à son niveau, et que le gouvernement, pour sa part, prendra un certain nombre d'initiatives pour accompagner ce mouvement, cette volonté du peuple tchadien à vivre en paix, dans la stabilité et pour amorcer son développement. La cohésion sociale et la justice sociale. Mais j'ai écouté tout à l'heure le député Saleh Maki, qui disait même qu'il était un peu émerveillé, il était un peu surpris par rapport aux engagements du Premier ministre dans son programme d'action. Le Premier ministre s'est engagé à un certain nombre de choses, y compris celles qu'il considère comme irréalisables. Mais je crois qu'il faut le juger sur les faits. Et il ne faut pas simplement s'asseoir non plus dans son petit coin, attendre qu'il fasse du miracle. Parce que si vous pensez qu'il y a des obstacles majeurs à la réalisation de la paix, il y a des obstacles majeurs à l'égalité des citoyens, il y a des obstacles majeurs à l'égalité des Tchadiens, mais c'est chacun qui doit se lever, œuvrer, demander tous les jours au Premier ministre et à son gouvernement de l'accompagner dans cette mise en œuvre. Donc, nous, on ne peut pas dire que dans ce programme-là, en matière de paix et de justice sociale, j'ai plutôt l'impression que tout le programme du Premier ministre ne s'attelle qu'à cela, la justice sociale. Parce qu'il a dit quelque part, sans la justice sociale... Il a vraiment lu le programme politique. J'ai lu le programme politique. Mais oui, s'il l'a lu, mais maintenant il faut juger sur les actions à venir. Il ne peut pas simplement... Je pense que M. Khaddam vient d'apporter une preuve à ma contestation. C'est que lorsque on parle en termes de politique, les priorités ont une structuration beaucoup plus profonde que le simple schéma superficiel. Ça veut dire quoi ? On dit notre priorité, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la sécurité alimentaire, etc. Encore faut-il qu'en termes de programme d'action, dans chaque priorité, il y ait encore des priorités. Qu'est-ce que, lorsqu'on demande comme réalisation, on parle du programme politique actuel, mais il faut se rappeler que nous avons le même régime depuis quelques années et les programmes se suivent, puisque c'est un système politique au moins logique, au moins. Ça, je le reconnais volontiers. Et donc, lorsque un programme politique existe, vous avez une priorité. Et M. Khaddam, tout à l'heure, en parlant de l'éducation, qu'est-ce qu'il cite comme réalisation? C'est le nombre de collèges qui ont été construits. Ben, ce n'est pas parce qu'on dort dans une bibliothèque qu'on est cultivé. Encore faut-il lire. Alors, ce sont des collèges avec quel type d'enseignants? C'est avec quel type de formation qui sont proposés? Nous sommes un pays avec 80% d'analphabètes.
Encore? Mais Ça ne baisse pas? non, ça ne baisse pas. Et on a quand même, la plus grande partie de nos diplômés sont en chômage. Mais qui prend leur place dans l'administration? À cette question, il faut s'attaquer. Nous sommes un pays avec, j'ai oublié le chiffre, quelques milliers de maîtres communautaires qui enseignent nos enfants dans les villages, etc., pendant que les instituteurs bacheliers formés attendent toujours leur intégration pendant des années. Comment voulez-vous, avec une telle somme de paradoxes, pouvoir changer les choses à partir du moment où les ressources humaines sont quand même la première richesse, sont la première énergie d'enclenchement du développement d'un pays. Donc lorsqu'on écroule la culture et l'énergie intellectuelle, il ne faudrait pas rêver de se développer. Ça n'est pas possible. Okay. Vous posez là une interrogation. Je voudrais répondre à M. Lanagon quand il disait que ça demande l'énergie de tout le monde. Effectivement, l'opposition s'est mise. Elle a toujours participé positivement sur les grandes questions d'intérêt national. Récemment, il y avait eu un sujet sur lequel nous étions en désaccord avec la majorité à l'Assemblée. Quand le chef de l'État a rencontré les présidents de groupes parlementaires et des grandes institutions à la présidence, le chef de file de l'opposition a remis un document au président de la République. Le président de la République a apprécié ce document-là, a apprécié le fait qu'on a amené une contribution positive. Il a eu même l'amabilité de nous répondre. Et là, nous avons compris. Mais ce qui nous choque un peu, c'est le fait que le Premier ministre ne nous a pas consultés quand il formait son gouvernement. Le Premier ministre ne nous a pas consultés quand il a fini de faire son gouvernement. On aimerait bien qu'il ait des avis, non pas notre participation, mais un avis sur comment on conçoit l'organigramme même d'un gouvernement, qu'on donne notre avis, juste un avis, hein, consultatif, pas absolument... Pas demander à... Voilà, non, Monsieur Salem, qui sait qu'on a échangé, je lui ai demandé... Avec vous, mais pas avec le Premier ministre, parce qu'il voudrait que... Mais nous sommes solidaires. Les échanges soient directs. Nous sommes solidaires. Quelle était leur consultés prédisposition, sur les sujets n'est-ce d'importance pas, nationale, auxquels nous pouvons apporter notre petite contribution, comme il l'a dit. Vous n'avez pas traîné un peu le pas aussi? Non, pas du tout. Et actuellement, c'est pas tard. Maintenant, Non, il n'est pas tard. Quel conseil donnez-vous au gouvernement? Et surtout que le Premier ministre a bien précisé qu'il prendrait les cadres en dehors de leur couleur politique, par rapport à leur expérience, par rapport à leur capacité. Ben, nous sommes disponibles et nous serons très heureux de voir nos camarades accéder à des hautes fonctions de la République par rapport à leur capacité, par rapport à l'apport qu'ils peuvent apporter à la nation. En tout cas, nous prenons acte d'une telle prédisposition et le destin se construit. Puisque nous sommes dans le cadre du programme, quotidien, moi je pense que... Non, monsieur Gom, mais en tant que conseiller du Premier ministre, prenez acte d'une telle annonce. Les gens, ils sont ouverts, ils sont prêts et ils répondent justement au fait que le Premier ministre engage la classe politique à trouver un nouvel espace de dialogue, n'est-ce pas, pour perpétuer l'accord du 13 août 2007. Donc, c'est une prédisposition que nous saluons. Elle aurait pu... qui vous dit que tout s'arrête, puisque justement le programme engage tout le monde à regarder dans la même direction pour le bonheur des Tchadiens. Et ce qui est important, c'est que le Premier ministre a dit qu'il faut utiliser les compétences nationales, sans distinction. N'est-ce pas? Libéral, si aujourd'hui vous devez donner des conseils au gouvernement, qu'allez-vous dire? Parfaitement. J'aurais trois choses à demander. Premièrement, que la priorité des priorités soit l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons comme ressources est investi dans des éléphants blancs qui n'ont pour seul but que de justifier le tarissement des revenus procurés par notre pétrole. Alors il faut arrêter cette politique à la soviétique où on construit des grands bâtiments, des ronds-points de tous les genres pour rien, ça ne nous arrange pas, qu'on forme les hommes.
qu'on forme les esprits. Et même si, lorsque vous mettez des hommes avec du savoir dans un désert, ils transformeront le désert. Mais vous mettez des hommes nantis et vides d'esprit dans le plus grand paradis de cette terre. Ce paradis va s'écrouler. Donc, mon conseil serait premièrement l'éducation. Deuxièmement, s'atteler à démilitariser nos entités territoriales. Tous ces généraux, capitaines, colonels, tout ce que vous voulez, qui sont sous-préfets, préfets, n'importe quoi, et qui deviennent des micro-seigneurs dans nos terroirs pour terroriser les populations, il faut les faire partir. Et que de vrais administrateurs, à l'image du Premier ministre, qui est lui-même administrateur, là pour le coup, je lui demande de faire un petit peu du népotisme de compétences, qu'il envoie ses frères administrateurs à ces postes-là pour pouvoir redorer le visage de nos terroirs. Merci. En dernier lieu, j'ai une dernière chose à dire. C'est que, oui, très très vite. Les postes clés, comme par exemple ceux de la culture, pour moi, ce sont des postes qui ne sont pas obligés d'être politiques. Il faut prendre des gens du domaine, parce qu'on ne fait pas de la culture sans passion. Prenez des artistes, des gens de culture qui aient la compétence et la trempe, mettez-les-y sans tenir compte de leur appartenance politique et vous verrez que la chose avance. Parce que sans identité culturelle, nous n'aurons pas d'avenir. Voilà. Merci Bernard. Non, mais quand j'écoute le député, je suis enchanté. Je soupçonne même le Premier ministre d'avoir peut-être demandé l'avis de Béral sur un certain nombre de priorités, parce que justement c'est ce qu'il dit dans le programme. L'éducation, quand vous regardez le nombre de pages consacrées à l'éducation et à la justice sociale, mais on est parfaitement en harmonie. Je voudrais. C'est bon d'avoir beaucoup de pages, c'est l'accent. Je voulais un peu intervenir sur un domaine que. Ça sera votre dernière intervention. Le collègue Béral connaît le moins, même s'il est très cultivé. L'éducation, vous savez, c'est une question de moyens. Soit vous maîtrisez l'expansion de votre système en fonction de vos ressources, mais dès lors que, par rapport à une offre massive de demandes en éducation et avec la participation des populations, cette population qui, chacun de son côté, ouvre une école, un lycée, un sujet, pour courir au même rythme que cette expansion incontrôlée, pose problème. D'où la présence massive de maîtres communautaires. Vous voyez? Donc, mais il va sans dire qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser. Mais les formés qui sont au chômage, je conviens qu'il faut former. Mais ceux qui sont au chômage, qui sont déjà formés. Bien sûr, mais c'est une question de moyens. C'est-à-dire que la fonction publique ne peut pas absorber tout le monde. Et ce n'est pas la même chose qu'il y a 20 ans où on maîtrisait tout à fait l'expansion des effectifs. Et aujourd'hui, tout le monde, et il faut se féliciter que tout le monde veuille aller à l'école, que tout le monde envoie son enfant à l'école. N'est-ce pas? Ça demande un surcroît de travail. Et je pense qu'il faut, au lieu d'attaquer ou de flétrir toutes ces actions, faire en sorte que, puisque le Premier ministre parle de l'excellence, parce que la question de la recherche de l'excellence est une question qui intéresse tout le monde. Il faut que tout le monde contribue, n'est-ce pas? Depuis le village qui crée son école, jusqu'au simple fonctionnaire qui fait bien son travail. Je pense que la lutte contre les comportements déviants, toutes ces questions-là sont au cœur du programme. Okay. On ne dit pas que tout est rose. En fait, c'est ça que je voulais dire. Exactement. On ne dit pas que tout est rose. Moi, je sais là où on peut avoir les moyens. Vous avez dit votre Il faut vendre une partie de nos armes. Je serai très très bref. Moi, je demanderai au Premier ministre et à son gouvernement que la gestion des documents administratifs et d'intérêt public ne soit pas gérée par des entreprises privées. Parce que ces ressources-là, ces documents-là, tels que les cartes d'identité, les passeports, les permis de conduire, les cartes grises et autres, doivent être gérés par l'État. On ne peut pas donner tout cela à une entreprise qui utilise les locaux
de l'État, qui utilisent l'électricité de l'État, les fonctionnaires de l'État et les moyens de l'État pour nous donner 10% de cela. Ça ne peut pas se faire. Vraiment, je demanderai ça au gouvernement de trouver une solution à cela. Merci. Je vous remercie. La question de l'expertise étrangère est au cœur de... Où vous avez le savoir-faire, vous l'utilisez ou vous l'achetez, n'est-ce pas? Mais le fait de concéder la gestion d'une activité telle que je crois que c'est les une cartes grises... C'est une contribution et peut-être que le Premier ministre lui-même va répondre à cela. Oui, mais je veux tout simplement dire que l'activité est quand même encadrée par d'abord la convention qui lie l'État tchadien à toutes ces entreprises qui font, et avec toutes les mesures de sauvegarde et de protection. Chers collègues, elle génère de l'argent et on n'en donne que 10 ou 20% à l'État tchadien. Vous estimez que c'est normal? Mais si le citoyen peut se doter de sa carte d'identité sécurisée, et je pense que si c'est le prix aussi, à faire en sorte que ça soit moins cher. Le problème des cartes d'identité, ça va intégrer le recensement biométrique. Ouais. Donc on fera comme le Cameroun, comme le Burkina Faso, on va leur distribuer gratuitement. Merci. Merci. C'est la fin de ce débat. Je vais vous demander de vous retirer. Après vous, je reçois le Premier ministre sur ce plateau. Monsieur le Premier ministre, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes un administrateur chevronné, c'est connu, mais quelques traits de vous manquent au Tchadien, qui est Joseph Dimrangar Dadnadji. De quelle famille vient-il? Qu'a-t-il fait de ses 59 années, puisque c'est votre âge actuellement? Suivez le reportage de celui qui a désormais la conduite du gouvernement du Tchad. Un portrait réalisé par Assira Nambatinga. En apparence, il a l'allure d'un homme intimidant, mélancolique et nerveux. Sa taille, son poids, son regard perçant et quelque peu indifférent font hésiter tout inconnu qui veut l'aborder. Et pourtant, sous cette apparence austère, le Premier ministre cache un fort sens de relation. Joseph Dimrangar Dadnadji, issu d'une modeste famille paysanne, est aujourd'hui de loin l'opposé de cet enfant maladif qu'il était. Pour le connaître et pouvoir apporter un jugement de valeur sur lui, il faut minutieusement parcourir ses 59 années d'existence. C'était le 1er janvier 1954 à Bebopen, département du Mandoul occidental, région du Mandoul, que celui qui occupe depuis le 21 janvier 2013 le prestigieux poste de Premier ministre, chef du gouvernement du Tchad, a vu le soleil. Mais le petit Joseph sera très vite privé de l'affection paternelle et maternelle. Le couple Assingar Dadnadji et la Koussal Samaï, sujet au bouleversement inhérent à toute famille polygame, étaient loin d'imaginer que leur rejeton saura surmonter toutes les difficultés pour être ce qu'il est aujourd'hui. Joseph est le deuxième fils, issu de cette union qui comptera en tout 9 enfants, dont 3 garçons et 6 filles. Son éducation sera assurée par sa grand-mère paternelle, puis un de ses oncles paternels. C'est le jour de son départ pour Koumra, où il est admis pour le collège d'enseignement général, qu'il va renouer avec sa mère. Alors, que doit-on attendre d'un enfant ayant subi la privation de l'amour parental? Le petit Joseph a très tôt appris à ne jamais compter sur autrui et va se frayer son propre chemin afin de gagner sa vie. Cette conception de la vie a fait de lui un brillant élève depuis l'école primaire de Bebopen, où il entra le 20 octobre 1959 jusqu'en classe de 3e à Koumra. Au terme de ses études à Koumra, en 1970, Joseph Dimrangar Dadnadji a passé avec succès 3 concours, mais il a opté pour la SPENSAC, section préparatoire à l'école normale supérieure d'Afrique centrale de Fort-Lamy, compte tenu de la possibilité qu'offre cette formation, notamment celle de devenir professeur de CG et pouvoir continuer de longues études. Mais il quitte la SPENSAC pour l'école nationale d'administration, premier et deuxième cycle, à l'université du Tchad, notamment à l'Institut universitaire de sciences juridiques, économiques et de gestion, où il est sorti avec un 2 en droit et la même année le diplôme de deuxième cycle de l'ENA. Intégré à la fonction publique le 20 août 1975, il sera nommé automatiquement sous-préfet de Star-Rural. C'est ici qu'il a commencé sa carrière administrative. À 21 ans, il était le plus jeune sous-préfet de l'époque.
Les fonctions d'administrateur vont le conduire en juillet 1977 à l'Aï comme préfet adjoint de la Tangilé, puis de septembre 1977 à septembre 1979 comme sous-préfet de Kélo. Selon certains témoignages, son flair d'administrateur et sa témérité ont évité que la ville de Kélo ne connaisse les pires atrocités que les autres villes du pays ont connues pendant cette période sombre de l'histoire du Tchad. Au fort moment de déchirure et de création de tendances politico-militaires, en 1980, Dad Nadji se retrouve à Koumra comme secrétaire général du comité de gestion de cette ville. Mais après le séminaire national des cadres organisé par le GUNT, gouvernement d'union nationale de transition, en mai 1981, il a choisi son camp en quittant le comité permanent pour le groupe d'opposants au colonel Kamougué. Il participa à la chute de celui-ci et regagna N'Djamena à la demande express du gouvernement du Sénabré. Après avoir exercé quelques mois, notamment à la direction de l'orientation, de la planification des ressources humaines et des bourses, le voilà reprendre le chemin des études en France. Il reviendra avec une licence en droit, une maîtrise en droit public, option droit et politique internationale et un DEA en droit public, option finances publiques en 1987. Il prépara sa thèse de doctorat lorsque le gouvernement du Sénabré le nomma directeur des affaires administratives, financières et du matériel de l'éducation nationale. De retour au pays en janvier 1988, il a eu à occuper de nombreux postes de responsabilité, en particulier directeur général de l'éducation nationale de 1996 à 2002. Sa carrière politique commence véritablement avec l'ère du multipartisme de 1990. Dad Nadji est membre fondateur du parti Union nationale en 1992. Mais il va quitter ce parti pour rejoindre le mouvement patriotique du salut, MPS. En juin 2002, il fait son entrée au gouvernement comme ministre du Plan, puis ministre de l'Environnement et ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il fut 2 fois directeur de cabinet civil du président de la République et 2 fois secrétaire général de la présidence de la République avant d'être nommé le 21 janvier 2013 Premier ministre chef du gouvernement. Malgré ce riche palmarès, Dad Nadji reste toujours attaché au travail de la terre. À la sortie sud de N'Djamena, il dispose de plus d'une vingtaine d'hectares de terre qu'il exploite avec un tracteur. Pour ceux qui l'ont côtoyé, c'est un cadre à la carrière rompue dans l'administration, travailleur, rigoureux, peu loquace et discret. Pour d'autres, c'est un homme dur. Certains résidus du comité permanent ne lui ont pas encore pardonné sa prise de position lors de l'entrée des FAN, Forces armées du Nord, à Sar, où il a facilité cette entrée avec un de ses oncles disparus. Aujourd'hui, Joseph Dimranga Dad Nadji, père de 15 enfants, est un chrétien protestant convaincu. Alors, est-il possible de concilier sa foi religieuse et la politique? Un domaine où tous les coups sont permis, pour ne pas dire un domaine des mains sales, pour reprendre Jean-Paul Sartre. Monsieur le Premier ministre, reconnaissez-vous dans ce portrait? Oui, globalement, je dirais l'essentiel est dit, mais il y a peut-être des petites histoires qui auraient pu pimenter ça un peu, mais je crois que l'essentiel est dit. Une histoire qui vous tient à cœur, ce serait laquelle pour pimenter votre portrait? L'histoire qui me tient à cœur, c'est l'histoire justement de cette éducation qui a été essentiellement l'œuvre de ma grand-mère paternelle, puisque mon père avait eu un différend avec un de ses amis et ils se sont battus. Mon père l'a terrassé et en le giflant, il a mis un de ses doigts dans la bouche de celui qui est terrassé et celui qui est terrassé l'a mordu. Donc lui, pour se débarrasser de lui, il lui a mordu le nez. Et l'autre est mort. Alors on a pris mon père et on l'a envoyé à la fois comme malade, mais en même temps prisonnier à Koumra. Et moi, en ce moment, c'est ma grand-mère, justement, la mère de mon père, qui m'a élevé. Et un certain nombre de cicatrices que je porte, en particulier l'œil droit, a failli être endommagé à la suite d'une infection de conjonctivite que ma grand-mère a essayé de soigner de manière traditionnelle. Elle a failli me brûler la vue avec du kaolin chaud et rouge. Enfin, chaud et rouge. Donc, ça m'a marqué. Hein. Ça veut dire que j'ai certes une mère, un père, mais vous l'avez dit, c'est essentiellement cette grand-mère-là
qui m'avait d'ailleurs dit une histoire qui m'est restée. Il m'a dit c'est ma sœur qui a été utilisée pour libérer Bebo-Penta, c'est du temps de la pénétration française. Le village avait à régler un problème, je ne sais pas sous quelle forme, mais personne ne voulait s'engager. Donc la sœur de ma grand-mère a été en quelque sorte offerte aux pénétrants pour permettre la libération du village. Alors elle a dit, bon, mais puisque ma sœur a permis la libération de ce village, toi tu iras loin. Et souvent, de son vivant, elle est maintenant morte. De son vivant, il répétait ça, que son petit-fils irait loin. Et je crois que cet aspect-là est très important pour moi. Merci. Vous êtes un protestant convaincu, ça a été dit. Est-ce que la foi rime avec la politique? Parce que le reporter dans la chute, il dit que la politique était un domaine sale, pour citer Jean-Paul Sartre. Non, je crois que la politique n'est pas un domaine sale. La politique, c'est l'art de transformer la société. C'est l'art de transformer la société. Sinon, on ne ferait pas de politique. On a un certain nombre de situations qu'on peut voir évoluer. Et le premier politicien, c'est Jésus-Christ, hein, qui est venu et qui dit aux gens, mais cette maison, c'est pour mon père, pourquoi vous venez faire n'importe quoi là-dedans, hein, au lieu de vous occuper des choses de tous les jours, mais pensez à votre salut. C'est ça la politique. Donc, un bon politicien, c'est d'abord un croyant. Mais si vous ne croyez pas, vous m'excusez, vous êtes sous la domination du diable pour qui tout se réduit au quotidien, à l'immédiat, alors que le politicien, c'est l'homme de projection. Donc, un bon politicien doit être un croyant. Est-ce que vous prêchez à l'église, monsieur le ministre? Oui, je prêche, oui. Vous prêchez à l'église? Oui, je prêche, oui. Et pourtant, on dit que vous êtes un homme discret. Est-ce que cette discrétion rime avec le prêche? Parce que la discrétion voudrait qu'on cache un certain nombre de choses et lorsque vous prêchez, vous devez tout étaler. Mais je prêche sous la conduite du Saint-Esprit, c'est pas... Enfin, comme dirait quelqu'un, il parle comme un fou. Je prêche sous la direction du Saint-Esprit, c'est pas un message que je viens comme ça raconter. Je prêche sous la direction du Saint-Esprit, donc je prends un thème, par exemple l'amour, et je vais me mettre à parler, c'est tout. Il n'y a pas du tout de contradiction. Et cette idée de dire que la politique est un domaine sale, je crois que c'est justement les gens qui ne savent pas ce que c'est que la politique qui créent ça de sale. Parce que la politique, c'est aider à ce que les autres vivent mieux. Hein. C'est ça, je crois que vous en avez beaucoup parlé à l'occasion de la présentation de ce programme-là. Tout ce qu'on veut, c'est que ça aille mieux. Et le mieux des mieux pour les chrétiens, le mieux des mieux, c'est son salut. Tout ce que nous avons, là, vous allez le laisser dans la terre, hein, vous allez mourir. La chose il y a certaines personnes qui oublient qu'ils vont mourir. Mais la seule chose dont on est sûr, c'est la mort. Vous pouvez avoir faim, vous pouvez avoir soif, vous manquez d'avis, mais la mort, c'est la chose la plus sûre. Donc on vous dit attention, vous avez la mort, faites attention parce qu'il ne faudrait pas qu'elle vous surprenne. Il faut vous organiser de telle sorte que le jour où ça vous arrive, d'abord vous n'êtes pas surpris et en même temps que vous ne disparaissez pas comme ça. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre les deux. Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous avez quitté le parti que vous avez fondé pour rejoindre le MPS? Ben, je n'ai pas quitté comme ça. Comme vous l'avez dit dans le reportage, peut-être que cela n'a pas été beaucoup souligné. J'avais à l'époque quelques difficultés à me retrouver dans le pluralisme. Les gens qui profitaient, n'est-ce pas, du vent de la démocratie qui était arrivé le 1er décembre 1990. Donc, les gens commençaient par se regrouper d'abord par préfecture à l'époque. Je crois que tantôt, moi, je ballottais entre le Logone oriental et puis entre le Moyen Chari, et les gens se regroupaient comme ça. Et ayant eu donc cette expérience que vous avez aussi relevée, Kelo, je me méfiais beaucoup des sudistes, contrairement à ce qu'on croit. Parce que le comité permanent est une entreprise à laquelle j'ai beaucoup contribué et je peux aujourd'hui tout modestement dire que j'ai été de ceux qui ont pu faire émerger cette structure-là. Mais lorsque j'avais vu le comité permanent en train de fonctionner, je me suis rendu compte que entre nous-mêmes, ça ne marchera pas. Tout comme d'ailleurs entre les nordistes, entre eux, ça ne marchera pas. Il faut que les deux parties du pays soient ensemble. Donc, quand les gens sont arrivés, Kamougué avait tous les sudistes et puis surtout les Mbaye derrière lui, tu voyais tous les Kanembou, bon, Lamana était au milieu,
Et Lamana avait à l'époque le fameux troisième homme, n'est-ce pas? Et pour beaucoup, il est du centre. Pour la petite histoire, un de ses parents a des liens un peu lointains avec moi, puisqu'il a une source d'ail. Donc, bon, beaucoup de cadres étaient venus. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, parce que j'étais de ceux qui considèrent que le Tchad ne pouvait pas se construire, se développer sans son unité. Et ce thème d'unité, justement, m'a amené. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs dit Union nationale tout court. C'est pour vraiment l'unité du Tchad. Le Tchad ne pourrait être un pays compte tenu de sa configuration et compte tenu de l'expérience que nous avons vécue au sud avec le comité permanent, mais aussi au nord avec les différentes tendances que les gens ont eues. Vous ne pouvez vous en sortir que dans l'unité. Donc, je suis parti dans l'UN. Et après, les hommes sont ce qu'ils sont. Et l'évolution de l'UN ne correspondait pas à ça. Et c'est comme ça que d'abord, j'ai quitté pour m'occuper du monitoring de la démocratie, puisqu'il y a des grands thèmes qui arrivaient. J'étais enseignant. Il fallait expliquer aux gens qu'est-ce que c'est même les droits de l'homme. Il fallait enseigner. Je me suis consacré à ça, enseigner la démocratie, qu'est-ce que c'est. Quand on était à la conférence nationale souveraine, nous devions expliquer aux gens qu'est-ce que la souveraineté. Donc, j'avais trouvé un créneau qui me permettait d'évoluer pendant presque 2 ou 3 ans. Et j'avais pris la décision, un jour, j'ai dit non. En regardant les partis, en regardant les hommes politiques évoluer, j'avais choisi de suivre le président Idriss Déby. Trop de contradictions sur votre personne. Les rumeurs disent que Dad Nadi n'aime personne. Vous n'aimez pas les gens, dit-on. Ben, moi, j'ai toujours dit, peut-être ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui ne me connaissent pas, puisque cette enfance un peu solitaire m'a marqué, et vous l'avez dit, quand il y a un problème, je dis c'est moi d'abord. Je n'accuse personne. Quand il y a un problème, je dis c'est moi d'abord. Je n'accuse personne. À telle enseigne qu'en voulant se construire dans cette, si vous voulez, un peu, entre guillemets, solitude, hein, ce désir de se prendre par soi-même et non pas tout le temps en train de regarder à gauche et à droite, et je me suis construit cette personnalité un peu solitaire qui donne à penser que bon, mais il n'aime pas les gens. Mais moi, j'ai de problème avec personne. Jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai de problème avec personne. Les gens croient que j'ai de problème avec eux, mais pour moi, j'ai de problème avec personne. Et a fortiori, chrétien, l'enseignement que j'ai, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, je ne peux pas être chrétien et avoir des problèmes avec les gens. Ça, c'est des sobriquets qu'on colle comme ça, mais ça, encore là, c'est peut-être un peu la politique maintenant politicienne. Quand on veut vous détruire, je ne vous laisse pas le temps de poser la question. On m'a traité de rebelle. De rebelles et de sécessionnistes. Oui. Oui. Alors, c'est des choses que je n'ai jamais fait. Même au beau moment, quand il y avait la possibilité, dans les années 79-80, de faire quelque chose, j'ai toujours combattu la rébellion. Je vous ai dit que j'ai empêché au gouvernement Lol d'aller occuper le Sud militairement. À partir de quelle eau? Il y a des témoins vivants de cette scène-là. J'ai empêché, j'ai dit, les problèmes du Tchad doivent se régler politiquement. On est parti à Kano 1, ça n'a pas marché. On est reparti à Kano 2, on est revenu. Les gens se sont précipités à N'Djamena pour créer un gouvernement. Et au Sud, les autres ont dit, si c'est comme ça, nous aussi on ne veut pas. Donc, moi, je m'étais mis au milieu et j'ai... Kélo, ce n'est pas chez moi. Moi, je suis de fin fond sud. Mais Kélo est en plein pays banana, au milieu. Mais j'ai dit, je ne bouge pas. Et à partir de là, on a mis en place une structure qui a empêché au gouvernement d'aller jusqu'à Mundo. Et on l'a empêché, on a chassé les gens et on a reconstitué le comité permanent. Donc, certaines choses qui se disent parfois, je me demande si c'est de moi qu'on parle. Il s'est dit également que vous êtes un anti-nordiste musulman. D'abord, peut-être que les gens souhaitent que je sois musulman. C'est peut-être ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis un chrétien. Les gens veulent peut-être que je sois un nordiste. Je suis né au sud du Tchad. Ça, on ne me l'enlèvera pas. Hein? On ne peut pas me juger parce que je suis né au sud et que je ne suis un chrétien. Parce que c'est en fait ça le problème. Hein? Les gens auraient souhaité que je ne sois pas sudiste, que je ne sois pas chrétien. Mais je ne peux pas. Mais il y en a beaucoup qui sont sudistes et chrétiens. Mais on ne dit pas cela d'eux. Selon vous, pourquoi? Qu'est-ce qui amène les gens à dire cela? Vous êtes sûr qu'il y a des gens pour qui le nord, c'est la rue 40. Moi, je suis allé jusqu'à Barda, je suis allé jusqu'à Fada, à Ounianga, j'ai fait tout le Tchad. Mais il y a des gens pour qui le nord, c'est la rue 40. Et pourtant, on ne le traite pas d'anti-sudiste, d'anti-nordiste.
Mon problème est un problème politique. Quand on m'a traité de rebelle... Vous voulez dire que ce sont les ennemis, vos ennemis dans la oui, politique? nos ennemis dans nos propres rangs. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est tout. Mais... Sinon, mais je ne suis pas... Je n'ai pas le comportement, je n'ai même pas la tête de rebelle. Puisque ce n'est pas pour critiquer les gens qui ont fait la rébellion, mais il y en a suffisamment là, dans la tête. Quoi? Mais si vous me contredisez, je réponds. On peut parler jusqu'au matin, hein, pour aller à Mbos. C'est parce que vous ne pouvez plus parler, vous arrêtez. Mais moi, si vous voulez parler, on parle. Vous amenez vos idées, j'amène les miennes. Mais maintenant, n'oubliez pas que j'appartiens quand même à un groupe ethnique dit de guerriers. Hein. Notre groupe ethnique, c'est des guerriers. Et les guerriers savent, il y a un moment pour faire la guerre, il y a un moment pour faire les bonnes choses. Donc je ne pense pas que, fondamentalement, comme ça, je suis pour ceci, pour cela, et surtout rebelle. Vraiment, pour moi, c'était une insulte, hein, une véritable insulte. Et les gens qui l'ont fait le paieront. Parce que c'était excessivement grave, ça ne correspond pas à moi. Et c'est fait à un moment, on a voulu, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a voulu faire de moi, mais je suis croyant. Dieu réparera. Ah si, je les ai pardonnés, mais la justice est à Dieu. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à répondre aux questions de vos concitoyens? Oui, alors. Ce sera une autre rubrique, la grande interview. Question numéro 1. Excellence, Monsieur le Premier ministre, bonjour. Je m'appelle Kaman Beda Oumar. Toutes mes félicitations pour votre nomination. Vous vous définissez comme étant un homme de rigueur. Les Tchadiens n'en demandent pas mieux, vu que la situation socio-politico-économique est exécrable. Sur le plan sécuritaire, les assassinats sont quotidiens et dans toutes les contrées du pays, au point de déboucher sur l'exécution d'un détenu dans un commissariat de police en N'Djamena, au vu et au su de tout le monde. Les criminels n'ont jamais été inquiétés. Sur le plan administratif, l'administration est non seulement bondée d'incompétences notoires, mais également elle devient la chasse gardée de certaines communautés, voire de certaines familles. Sur le plan judiciaire, la justice n'existe que de nom. Ma question est la suivante. Quel type de rigueur, Monsieur le Premier ministre, allez-vous imposer pour résorber ces problèmes dans les 3 domaines principaux que je viens de citer, la sécurité, l'administration et la justice? Je vous remercie. Merci beaucoup, frère Kaman, on se connaît bien. Merci beaucoup pour votre question qui est en réalité une interpellation. Et je suis au regret de vous dire, peut-être vous parlez d'un autre pays, mais pas celui que je connais. Ce n'est pas le Tchad d'aujourd'hui que je gère, dont parle Kaman, ce n'est pas celui-là. Vous voyez, en tant que chercheur, parce que Kaman c'est un chercheur, en tant que chercheur, si on ne fait pas attention, on va aller fouiller dans les poubelles, on trouve de la littérature un peu vieillotte. Il y en a chez moi. Hein. Moi, quand un document a 2 ans, je le mets de côté. Hein? Alors, si on ne fait pas attention, on risque d'être pris au piège et puis parfois on dit des choses, souvent, je l'avais remarqué d'ailleurs dans le cadre viral tout à l'heure, on dit des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Le Tchad aujourd'hui, je ne sais pas si est-ce que c'est vraiment du Tchad qui parle là? Bien sûr, il parle du Tchad, mais c'est le Premier Pour moi, ministre. c'est un autre pays. Il a utilisé le nom Tchad, mais la description correspond à un autre pays. Parce que le pays, sur le plan seulement macroéconomique, on va revenir dans les 2 ou 3 domaines. Sur le plan macroéconomique seulement, c'est-à-dire les agrégats, l'ensemble des données, si vous voulez, des fondamentaux qui permettent d'évaluer la capacité, si vous voulez, d'un État. Le PIB seulement, on l'a à 2 chiffres. Vous savez ce que ça signifie? Un PIB à 2 chiffres, c'est-à-dire au-delà de 10%. Non. Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Mais il y a des pays qui ont 0. Les Grèces, vous avez vu un peu les Grèces, les Grecs, les Français qui tournent autour de 2, 3 pour faire 3, ils font ça. Nous, on est à plus de 10%. Parce qu'avec, surtout l'économie pétrolière, mais l'effort que l'État fait
pour provoquer la pluie. Vous savez qu'on produit maintenant agricolement à partir de l'eau qui est provoquée en bombardant les nuages. Vous savez ça? Oui, je le savais. Donc il pleut plus. Et quand il pleut plus, les animaux ont beaucoup à manger, ont de l'eau. Les cultivateurs, moi-même, je produis, je cultive à Etena chez moi. 3e année, chaque année, au moins 50 sacs de sorgho que j'envoie. Donc, tous les agrégats sont positifs. Et dans la sous-région, en Afrique, c'est nous qui tirons le PIB vers le haut de l'ensemble. Donc, c'est quand on parle que tout est... C'est là où je dis, est-ce que c'est du Tchad qui parle? Maintenant, je reviens au détail qu'il a donné. Il parle de le cas un peu emblématique d'un assassinat en plein jour, etc. Je crois qu'il faut être précis. C'est un meurtrier qui est appuyé, qui est parti se cacher dans un commissariat. Et par défaillance au niveau de la sécurité du commissariat, le nombre de policiers étant insuffisant, et par l'intervention aussi, négligence encore, d'un responsable de la police qui l'a sorti pour pouvoir aller le mettre en sécurité au commissariat central. Les parents des victimes sont sortis et ils l'ont abattu. Mais nous n'avons pas accepté ça. Ce n'est pas parce qu'il y a cette défaillance que nous avons accepté. Vous avez bien vu que le policier qui a fait ça, qui est parti prendre le meurtrier pour l'amener au commissariat central, nous l'avons dégagé le lendemain. Le directeur général de la police et son adjoint ne les avaient pas. C'est leur responsabilité. Je ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Mais il leur appartient, en tant qu'agent de force de l'ordre, et surtout du directeur général de la police, de faire en sorte que ça marche. Il n'est pas là, ce n'est pas ça mon problème. C'est leur responsabilité. Est-ce que vous avez peut-être appris à la radio, je crois que quelqu'un m'a appelé qu'il y a 2 membres du gouvernement qu'on a virés. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est... Mais oui. C'est la conséquence aussi de ce meurtre. C'est pas la conséquence de ce meurtre, mais c'est l'application de la rigueur qui commence. Non, pas comme ça, c'est comme ça, tout le monde va fuir. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, ça peut-être, ça me permettra de dire ce qu'on appelle rigueur. La rigueur, d'abord, c'est une discipline personnelle. Hein. Les gens n'ont pas compris. Il y en a même qui ont cru qui confondent rigueur et austérité. Béral l'a dit, j'aurai le temps certainement de revenir dessus. La rigueur, c'est une autodiscipline. Il faut s'imposer une discipline à soi-même. Il y a un participant ici qui avait dit, par exemple, le programme du gouvernement, ce n'est pas le gouvernement seul qui va faire. Donc, chacun doit s'imposer une rigueur. Et dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la conduite de la politique du gouvernement, j'ai dit, nous allons nous imposer cette discipline. C'est un comportement personnel. Et si nous arrivons à le faire, ça doit rejaillir sur nos collaborateurs directs qui sont dans la haute administration, mais aussi, par petites touches, ça rejaillirait sur l'ensemble du pays. Donc, rigueur va aller à l'encontre de tous ceux qui sont laxistes. Et moi, j'ai bien dit, je n'aime pas les paresseux. Et ça, j'ai tout fait, mais ça ne marchera pas. Vous êtes un paresseux, vous êtes mon ennemi. Parce que moi, pour arriver là où je suis, je ne peux pas vous raconter tout, mais je sais que c'est le travail qui m'a amené. Donc, le travail est capital. Donc, je ne veux pas dire que la rigueur, c'est du jour au lendemain que ça va s'imposer. C'est un problème d'éducation, il faut du temps. Mais je veux qu'on donne l'exemple à partir de mon équipe et de moi-même. Moi-même, je donne l'exemple de la rigueur. La rigueur, dans l'administration, il ne faut jamais croire que ce n'est pas demander aux gens de se lever, de tirer le drapeau ou bien de mettre au garde à vous. Non, c'est une situation personnelle. Comment je veux faire le travail qu'on me demande de faire? Je suis Premier ministre, ayant un chef de l'État sur moi. Il me dit fais ça, je dois faire. Mais s'il me dit fais ça, je ne fais pas. Demain, il dit fais ça, je ne fais pas. Demain, oui, ça ne marche pas. Voilà, parlant marche pas du tout. Du travail, vous incriminez les fonctionnaires, mais dans certains ministères, il n'y a pas de bureau, monsieur le Premier ministre. Ça va venir, voilà. Est-ce que ce n'est pas là aussi la responsabilité de l'État? Je viens d'arriver, laissez-moi le temps de regarder tout ça. Pour le moment, j'ai dit, chacun doit s'attendre à faire un minimum, faire preuve de rigueur dans ce qu'il fait. Le reste, on verra. Comme on dit dans l'armée, vous donnez une mission à quelqu'un, il faut lui donner les moyens. Cela va de soi. Vous êtes intégré à la fonction publique en 1975, 38 ans après. Quelle comparaison faites-vous entre l'actuelle administration, l'ancienne administration, pardon, et l'actuelle administration? Non, il y a un dicton qui dit comparer n'est pas raisonner. Je crois que si vous comparez, vous allez comparer des choses incomparables. Il y a des gens qui partent trop vite en besoin. J'ai écouté tout à l'heure qui comparaient le Rwanda. Non,
C'était toujours intellectuel, voilà, en intellectuel, il faut chercher, prendre un problème, il faut le prendre tel qu'il est. Si je prends l'administration d'aujourd'hui, je vais vous donner pourquoi elle ne marche pas. Puisque je suis quand même, pour parler comme un de mes collègues, je suis quand même un spécialiste de la chose, je sais pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui. Mais hier, l'administration avait aussi ses faiblesses. Quand les militaires sont arrivés en 1975, ils ont trouvé que c'était les infirmiers, les moniteurs, pas les instituteurs, hein, il y avait rarement des instituteurs, mais des moniteurs d'école. C'est eux qui étaient, et puis les infirmiers vétérinaires, c'est eux qui étaient sous-préfets, etc. Ils ont dit dégager tout ce monde-là. Et nous qui avons fini à l'ENA, vous êtes du premier cycle, on vous envoie sous-préfet adjoint. Vous êtes du deuxième cycle, on vous envoie sous-préfet ou bien préfet adjoint. Et vous êtes du troisième cycle, on vous envoie ambassadeur, etc. Ils ont fait ça. Mais ils se sont rendus compte que, immédiatement, après, moi j'ai mis seulement 6 mois, on m'a rappelé, parce que l'administration a ses spécificités. Nous, on venait d'arriver de l'école, on nous appelait les sous-préfets playboy, tout ça. On voulait gérer le pays comme on a appris à l'école, parce qu'on était formés pour ça. Mais les gens ont dit non. Et les militaires étaient obligés de ramener la plupart des vieux qui étaient avec Tombalba, ils les ont ramenés. Et c'est comme ça qu'on en a profité pour aller, la plupart sont partis en études. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, notre administration a effectivement des problèmes. Le travail, la valeur travail n'est pas vraiment développée. Ça, je l'ai dit. Hein, je l'adresse à moi-même. Je l'adresse à moi-même, on ne travaille pas assez. Mais quel remède vous allez apporter alors? Non, voilà. On verra. Ouais. Mais est-ce qu'il y aura des mesures d'accompagnement? C'est-à-dire, est-ce que ceux qui ne travailleront pas seront sanctionnés et ceux qui vont bien travailler vont être récompensés? Mais les statuts, puisqu'on parle fonctionnaire, hein, les statuts de la fonction disent ceux qui travaillent, on doit leur d'abord les avancements régulièrement, mais surtout les témoignages de satisfaction. Exactement. Ça existe. Donc, tout est là. Il suffit seulement de travailler. Le reste, là, c'est évidemment, vous me permettez de sortir un peu parce que souvent, on parle comme ça dans le vide. Lorsque vous vous engagez pour servir l'État, il faut vous dire que ce n'est pas pour aller obtenir des résultats directs pour vous-même. En termes clairs, vous n'allez pas dire je m'en vais là-bas pour m'enrichir, si vous voulez, pour parler terre à terre. Vous vous engagez pour le service de l'État, au lieu de vous donner un salaire, on vous donne un traitement. C'est-à-dire quelque chose qui vous permet de vous entretenir. Et à la fin, donc vous avez la sécurité de l'emploi, mais à la fin, on vous donne une retraite pour continuer à vivre décemment. Si vous voulez très vite gagner, il ne faut pas aller là. Je disais à mes étudiants à l'ENAM, si vous voulez vous enrichir, n'allez pas dans l'administration. Donc, l'administration est faite pour des gens qui veulent travailler pour les autres. Et surtout une administration républicaine, c'est-à-dire celle qui veut travailler pour les autres, lorsque vous êtes dedans, vous ne pouvez pas un seul jour penser avoir quelque chose de plus par ce travail-là. On vous interdit de faire le commerce, on vous interdit de prendre de l'impôt plus qu'il n'en faut, on vous interdit de tendre la main en bas à prendre. C'est interdit. Et tout ça, c'est des choses que nous avons écrites dans notre programme. Il faut que si les gens veulent s'enrichir, il y a le commerce. Hein, et avec le pétrole, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités. Ça ne vaut pas la peine de venir perdre son temps dans un bureau, donner l'impression qu'on est en train de servir l'État, alors qu'on est très loin. Donc, il y a les magasins au marché, il faut aller dedans. Mais ceux qui veulent servir l'État dans les bureaux, c'est des gens qui ont un statut. Malheureusement, un statut, ça se négocie pas. On vous l'impose, c'est à prendre ou laisser. Donc, sur ce point-là, il faut que nous revenions à ces fondamentaux qui nous permettent vraiment de gérer un État républicain. Il a parlé de justice. Oui, parce que comme on a parlé, peut-être que lui, avec lui, je vais pas dire beaucoup de choses. Il a parlé de justice franchement, chaque fois, je me demande, il faut qu'il révise ses connaissances, hein, parce que là, sur le plan de la justice, on a fait des efforts mais colossaux. Quand moi je vais peut-être me contredire en disant je vais comparer, mais quand j'ai démarré sous-préfet à SAR en 1975, le procureur qui est maintenant mort à son âme, il allait à pied. Le président du tribunal, je crois c'est Bidi Valentin qui devait être, président du tribunal, mais il allait à pied. Et il gérait de SAR jusqu'à Mondou, il allait à pied. Aujourd'hui, ces gens-là, je vois, comment s'appelle le projet là, Prajus sur les portières de véhicules.
les gens ont des bâtiments qu'on leur a construits. Ils ont les moyens, ils ont plus de moyens. Non, je ne pense pas. La justice n'est pas à terre. Nous revenons toujours à cette question des hommes qui doivent appliquer, faire fonctionner cette justice-là. Et là-dedans, je crois dans le programme, on en a quand même un peu parlé. Quand nous insistons sur les questions de justice, il ne faut pas... ce qui nous fait mal au Tchad, c'est un peu ça. On aime trop parler comme ça pour le plaisir de parler. Mais il faut chercher à savoir pourquoi ça ne marche pas comme ça. Parce que toujours, le fonctionnaire qui vient pour travailler dans la justice, il croit qu'il peut aller là faire des appels, il peut s'enrichir. Quand il part avec cette idée de gagner quelque chose là-dedans, naturellement, il pousse toutes les règles du jeu. Donc, on se trouvera avec une justice qui ne fonctionne pas pour vraiment les gens qui ont besoin de la justice, mais on se trouve dans un système un peu inégalitaire. Il a parlé de l'administration, le dernier point. Bon, ça, je crois que c'est vraiment des choses... je ne pense pas qu'on a besoin beaucoup d'appeler. On en a parlé déjà. On en a déjà parlé. Donc, si on remet les gens au travail, si chacun aussi, parce que c'est une responsabilité collective, si chacun comprenne ce que j'entends par rigueur et non pas seulement dire, bon, il est en train de faire des promesses, non, on va voir. Le temps que le chef de l'État me fera comprendre, on va voir. Je n'amènerai pas des solutions du ciel. Les solutions sont sur place, il faut seulement les appliquer. Question numéro 2. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je m'appelle Faizi Félix Tao. Je voudrais savoir, comme l'équipe sortante, disons, le Premier ministre sortant a entrepris une opération appelée Cobra. Et maintenant qu'il est parti, une autre équipe s'est mise sur pied et à sa tête vous-même. Allez-vous continuer avec l'opération de votre prédécesseur ou bien vous allez enterrer Cobra? Mais si vous l'enterrez, est-ce que les autres régions du Tchad que la mission Cobra n'est pas passée, que ferons-nous de ces gens-là? Puisque nous parlons maintenant de l'équitabilité, de la démocratie, alors quelle serait la situation de ceux que la mission Cobra n'est pas encore allée vers eux? Merci. Merci beaucoup pour cette question qu'on m'a posée, peut-être en d'autres circonstances. Peut-être sans trop s'éterniser sur l'opération en tant que telle. Ce qui est intéressant, c'est comment on était arrivé là. Comment on était obligé de déclencher une opération, parce que c'est des termes un peu militaires. Hein. Une opération, c'est lorsqu'il y a un problème, on réunit les moyens et puis on frappe. Au Mali, c'est l'opération Serval. Donc, Cobra était une opération ciblée que le précédent gouvernement a cru monter dans le cadre de l'assainissement de la gestion de l'État. Et il ne faut pas, je crois, si c'est le cas, je préfère que mon intervenant la corrige, ce n'est pas Cobra qui a posé le problème de la bonne gouvernance. Dès 1990, je remonte toujours dans le temps, lorsque ces patriotes-là se sont retrouvés pour créer l'IMPES, et j'ai dit que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays, ça venait de partout, hein, du sud, du centre, du nord. Et c'est des gens qui étaient arrivés à un point où il faudrait poser les vraies questions qui fragilisent la société tchadienne. Parce que beaucoup croyaient au départ que c'est une question de pouvoir mal partagé, il y en a qui m'ont plus que les autres. Ils disent non, il faut poser les vraies questions qui fragilisent la société tchadienne. Et ils s'en sont entendus sur beaucoup. Je prendrai seulement un qui est quand même capital et qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. C'est la question, n'est-ce pas, de l'équité. La question de l'équité et de la justice. Lorsque vous vous engagez dans ce processus, et surtout lorsque vous dites nous allons arriver là-bas, nous allons faire ce que nous appelons la social-démocratie, ça voudrait dire que s'il y en a pour un, il y en a pour deux, comme on dit, le partage. S'il y en a un peu, il faut partager. Ils se sont engagés sur la question de la social-démocratie. Ils sont arrivés, ils n'ont pas eu le temps d'appliquer cela parce qu'il y a la guerre, les rébellions à gauche et à droite. Mais lorsqu'il y a, à partir de
pratiquement en 2004, lorsqu'on s'est rendu compte que c'est possible de ramener la balle au centre pour ce problème, n'est-ce pas, de la social-démocratie. On a dit, mais on ne peut pas, parce qu'on a le pouvoir, on ne peut pas comme ça regarder les choses se passer. Et ça a été le sens de la création donc, du ministère du contrôle d'État et de la... L'assainissement public. Non, ça s'appelait le ministère du contrôle d'État. Après, ça s'appelait le ministère du contrôle d'État et de la moralisation. Après, c'est devenu le ministère de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance. Donc, c'est par rapport à une question simple, on dit, mais s'il y en a un peu, moi qui gère l'administration du Tchad, si je dois considérer que tout l'argent qui est au trésor à ce moment, c'est foutu, je n'en suis qu'un gardien, c'est pour répartir ça aux gens. Alors, si vous ne faites pas attention, ceux qui ont ces moyens-là, dont ils ne sont que gardiens, vont croire que c'est pour eux, ils vont tout prendre. Donc la question de l'équité conduit justement à faire en sorte que ceux qui doivent gérer au nom des autres fassent attention et respectent les règles. On a institué ces mécanismes-là. Ça a fonctionné. Hein. Ce n'est pas Cobra seulement qui a lancé. Donc ça a fonctionné avant, sous des formes peut-être avec moins de publicité. Ça va continuer. Est-ce que ça, sous des formes avec moins ou plus de publicité, ça c'est une question de méthode. Mais moi, ce qui ne changera pas, c'est que nous ne pouvons pas, en tant que social-démocrates, laisser une partie de nos compatriotes dans une situation d'indigence et que d'autres soient plus à l'aise que d'autres. Donc c'est une question d'équité, de répartition. Et chaque fois que quelqu'un vient par un acte pour remettre ça en cause, c'est quoi? C'est la corruption. La corruption, c'est que vous, au lieu de prendre ce qui vous appartient, vous ajoutez. On vous dit, on vous paye à la fin du mois. Mais vous trouvez que ce n'est pas suffisant, vous prenez d'autres encore. Ou bien, concussion. Hein? Vous êtes un fiscaliste à la direction des impôts, l'État vous dit de prendre 1000 francs, vous trouvez que ce n'est pas suffisant, vous prenez un peu plus. Ou bien, vous diminuez même. Vous diminuez même, et puis prendre la différence même. Tous ces actes qui remettent en cause les principes de l'équité, il faut les combattre comme ça. Il ne faut pas que les gens croient que c'est des choses qu'on invente comme ça pour nous mettre en vedette. Pas du tout. Alors ça nous amène à poser les problèmes qui peuvent affaiblir un État. Vous allez poursuivre l'opération Cobra avec la même dénomination? Je n'ai pas besoin de l'appeler Cobra, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est un Cobra. Vous allez changer le nom? Mais l'activité, elle est décrite dans le programme. Nous continuons la lutte. J'ai dit, si on a fait partie des membres du gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on aime faire partie des gens. Et quelles sont les raisons, Monsieur le Premier ministre, de ces deux départs? C'est des départs, justement, qui posent le problème de ce que nous appelons les questions d'équité. Si vous trouvez qu'une situation ne fonctionne pas en harmonie avec le principe d'équité, vous êtes obligé d'agir, c'est tout. Si un agent de l'État ou un ministre ou même moi-même, si je pose des actes qui violent ce principe d'équité, vous voyez, il serait le premier à être viré. Donc, il faudrait que tous ceux qui servent l'État comprennent que nous avons vraiment besoin de tenir compte des autres. Nous gérons un État républicain. Ce n'est pas un État patrimonial, madame. L'État patrimonial, moi, je suis le fils de ceci, je suis bon, chacun se sert selon ce qu'il est, mais dans un État républicain, chacun se sert par rapport à ce qu'il fait. Merci. Il faut que ça soit bien compris pour nous tous. Donc, ça ne vaut pas la peine de dire est-ce que ça va être Cobra, est-ce que ça va être ceci. L'assainissement, il y a un ministère qui existe. Il va continuer. On n'a pas besoin d'appeler ça Cobra ou Naja ou non. Personnellement, j'aime pas les serpents. Je ne sais pas pourquoi on a pris un serpent pour mettre sur une opération. Parce que le serpent a trompé la femme et c'est ça qui nous a amené tous les problèmes. Ça, au moins, vous le savez. Vous me permettez de le dire. L'histoire de la Bible, Adam et Ève. Alors, le serpent n'est pas souvent une bonne référence. Merci. La question numéro 3. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Eliakim Dokpan Evanambil. Je suis journaliste communicateur. J'ai une question à vous poser. Dans ce nouveau gouvernement, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un ministre nommé à la présidence, comme conseiller ministre à la présidence. Est-ce que ce n'est pas un doublon avec le rôle du Premier ministre? Expliquez-nous pourquoi un ministre conseiller à la présidence par rapport à un Premier ministre qui est chef du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas là un doublon, c'est-à-dire un deuxième Premier ministre? Expliquez-nous comment ça va se faire.
Monsieur Banambil, non, il n'y a pas... D'abord, ce n'est pas la première fois qu'il y a un ministre conseiller à la présidence. Hein. Paix à son âme, le général Kamougué était ministre conseiller à la présidence. Hein. On n'en a pas parlé. Mais quand... Mais oui. Non, on n'en a pas parlé. Voilà. Mais oui, vous n'en avez pas parlé. Il était ministre conseiller à la présidence, non? Le président a beaucoup de conseillers, on nomme encore un ministre conseiller. Non, mais on a nommé Kamougué, je dis. On a nommé Kamougué, ministre conseiller à la présidence, vous en avez parlé. Mais maintenant, quand nous, MPS, on nomme un ministre conseiller à la présidence, ça devient ça donne des commentaires et c'est bien. Parce que c'est le SIG, c'est le secrétaire général du Non, c'est pas MPS. ça. Non, c'est pas ça. La gestion d'un État, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de tout dire. Okay. Mais on a une équipe cohérente que nous avons mis en place pour appliquer le programme du chef de l'État. Nous avons considéré que, pour telle ou telle raison, le secrétaire général, pourquoi ils sont plus nombreux, les membres du BPN sont 31, les fondateurs sont 17, pourquoi on a pris celui-là seulement? Et puis il y a son adjoint qui est vice-président de l'Assemblée, vous n'en parlez pas. Donc, il est ministre conseiller à la présidence par rapport à ce que le Congrès nous a donné comme mission pour faire. Nous devons appliquer les orientations de notre dernier Congrès et aussi en tant que cadre, parce que vous n'oubliez pas que M. Biom, quand même, c'est un grand enseignant, plus grand enseignant que moi. Il n'a pas que ça. Il a enseigné la philosophie à l'université, oui. Donc, c'est une compétence que nous ne pouvons pas laisser seulement à l'autre, au siège du parti pour les militaires. On a besoin de lui aussi, de son expérience au gouvernement, dans les débats gouvernementaux. Et c'est pas parce qu'on l'a mis à la présidence, il n'est pas implanté physiquement, hein, c'est une terminologie. Vous croyez qu'on lui a créé un petit blocos là, la présidence? Non. Il est ministre comme tous les autres ministres qui dorment chez eux. Il y en a qui sont dans les quartiers, il y en a qui sont partout. Et il a ce titre de ministre conseiller à la présidence. Mais sans bureau. Il travaille à partir de son bureau du siège. Il a un bureau. Il a un bureau, oui, qui est son siège. Mais c'est à lui de s'organiser pour avoir... Mais il ne fait pas l'organigramme. Vous voyez, il y a l'organigramme de la présidence de la République. Hein. Vous ne verrez nulle part écrit ministre conseiller à la présidence. Mais dans le gouvernement, il y a le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Vous n'en parlez pas. Et c'est seulement lui, parce qu'il est secrétaire général de l'MPS. Donc, il n'est ni vice-premier ministre parce que ça a beaucoup été écrit. Il n'y a pas de doublon, c'est un ministre comme les autres. Il n'y a pas de cumul de fonctions. Un cumul avec quelle fonction? C'est ça. Avec quelle fonction? Parce qu'au secrétariat général, il perçoit quel salaire? C'est la cotisation des membres du parti. Mais oui, un parti, oui, un parti, une association, j'avais lu d'ailleurs des trucs qui relèvent toujours de la mauvaise foi des gens que au MPS, on veut payer des... Non, mais le parti peut payer ses responsables ou ses responsables avec le montant que le Congrès décide. Si nous décidons que notre secrétaire général gagne 1 milliard par mois, pourquoi vous allez nous empêcher? Si nous cotisons, on le paye 1 milliard. Vous allez refuser? Donc, le parti peut décider un jour, dire que désormais, vous qui êtes secrétaire général, on vous paye tant par mois. Et c'est nous qui allons cotiser. C'est tout. Mais il n'est pas à la charge de l'État, hein, parce que les gens font comme si, parce qu'il est ministre, donc c'est pour éviter que nous, on ne le paye pas. Non. Moi, je paye ma cotisation. Le ministre, je paye ma cotisation. Si vous êtes, je ne connais pas votre parti, si vous êtes du MPS, on vous dit de donner au moins un mois de salaire, mais vous payez. Si vous ne payez pas, vous êtes un mauvais militant. Et cet argent-là, mis ensemble, permet de payer nos secrétaires généraux, payer tout ce qui nous permet de fonctionner en tant que parti. Oui. Monsieur le Premier ministre, c'est important de le savoir. La dernière question. Je m'appelle Ahmed Abdraman. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Ma question est la suivante. Hier, Monsieur le Président de la République nous parle de la Renaissance. Aujourd'hui, à la présentation de votre programme politique, vous parlez de renouveau et de l'ajustement global. Et vraiment, nous, on est dans l'inquiétude. Soit la Renaissance ou le renouveau global. Expliquez-nous un peu. Merci. Vous faites de la bille pour rien. Bon, si vous êtes du MPS, c'est bien que vous allez au siège, on vous explique, ou dans la structure à laquelle vous appartenez. Mais si vous êtes un citoyen tchadien, c'est votre droit le plus absolu de comprendre. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais si vous voulez, le gouvernement de renouveau et d'ajustement global, c'est notre mode d'emploi de la Renaissance. Voilà. C'est notre mode d'emploi. Un autre viendra, il va dire, bon, lui, il y a un de mes collègues qui est mort, paix à son âme, qui disait que lui, son gouvernement est dirigé par... Son gouvernement, c'est son Dieu, sa conscience et son pays.
Hein. Donc chacun, mais nous on considère que la mission qu'on nous donne là, c'est naturellement dans le cadre de la Renaissance, mais nous ne voulons pas que les choses restent comme ça. On ne fait pas la révolution, attention. Hein. Nous ne sommes pas un parti révolutionnaire. Donc on pousse, on rénove, on pousse, mais c'est un truc général. Alors c'est l'ajustement général qui pourrait peut-être être l'élément nouveau à expliquer. Et ça, c'est une conviction personnelle. Lorsqu'on n'avait pas assez de moyens, et qu'on était vraiment sous ajustement structurel dicté pratiquement par l'extérieur, on a choisi quelques secteurs, on dit que ce sont des secteurs prioritaires. Il y en avait, je crois, 4. Au début, d'ailleurs, c'était que l'éducation, la santé, après on a ajouté. Et cette politique-là, personnellement, à l'époque déjà, j'étais de ceux qui considéraient que ça faisait du tort au pays parce que l'approche globale qui permettrait de tenir compte, s'il y en a un peu, on distribue, cette approche a été perdue de lui. Et c'est même en contradiction avec notre social-démocratie. La social-démocratie, l'équité, hein, c'est pour tout le monde. Donc, maintenant, avec les possibilités que nous avons d'avoir des ressources additionnelles, et surtout que le pays s'industrialise, il ne faudrait pas continuer cette logique. Bien sûr, il faut agir dans ces secteurs critiques, qui sont l'éducation, la santé, l'agriculture, etc. Mais il ne faut pas oublier les autres. J'étais arrivé ici, la première des questions que j'ai posées, j'ai dit, mais est-ce que votre nouveau ministre est arrivé? Parce que moi, ce que j'appelle culture, art et conservation du patrimoine est quelque chose de capital. C'est notre identité qui doit être conservée ici à travers des moyens modernes qui sont, par exemple, des microfilms qu'il faut introduire pour, n'est-ce pas, conserver. Donc, le ministère de la Culture, des Arts et de la Conservation du patrimoine est un ministère, si vous voulez, à l'époque, on va dire prioritaire. Donc, tout est prioritaire, tout a son importance. Naturellement, à l'intérieur, on essaie de privilégier ici ou là, compte tenu, n'est-ce pas, de la situation exacte. Donc, tout, pour nous, est important. Tout est important. C'est pour cela qu'on a mis un ajustement global. Si avant, il y a des endroits qui étaient un peu pas assez lotis, on mettra un peu d'accent. Et là où c'était beaucoup, bon, peut-être on ferait du surplace. Donc c'était un peu ça le sens. Même c'est notre mode d'emploi, comment nous allons appliquer la Renaissance, qui est le cadre global d'action de l'actuel mandat du président. Et d'ailleurs, comme j'ai dit tantôt, c'est un mouvement qui était en cours depuis longtemps, mais on l'a propulsé devant à partir de 2010. Monsieur le Premier ministre, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Oui. 1 minute juste pour conclure. Je ne sais pas si je dois conclure, mais je voudrais franchement remercier surtout tous ceux qui, dans les 4 coins du Tchad, m'ont témoigné leur sympathie, qui reconnaissent que, bon, ils ne reconnaissent pas, mais ils disent, bon, mais peut-être comme je le faisais à l'université ou à l'ENAM, ou comme je le faisais dans les administrations, ils croyaient que ça va être comme ça, mais la politique est différente. Donc je les remercie, mais je leur dis la politique est différente et je gère sous les ordres du chef de l'État un gouvernement. Un gouvernement, c'est des hommes qui ont leur sensibilité, même si nous sommes dans un même parti ou dans une même majorité, chacun a ses petites humeurs. Donc que Dieu me donne la force et l'énergie nécessaire pour pouvoir gérer tout ça. La deuxième chose, c'est peut-être de réagir à deux situations que j'avais notées à l'époque. Quand je suis nommé, j'ai lu qu'un journaliste a dit que c'est un non-événement. N'est-ce pas? Ouais. La nomination d'un Premier ministre au Tchad était un non-événement. Non. Elle dit non, c'est la nomination de Dadnaji était un non-événement. On ne le commande pas. Il dit, mais c'est très gentil. Parce que, qu'est-ce qu'un événement? Ça serait comme, on vous dit dans les écoles de journalisme, un chien qui va, l'autre là, un homme qui va aller mordre un chien, c'est un événement. Si c'est ça, c'est ça. Donc, dans mon cas, on dit c'est un non-événement, donc c'est pas un chien qui va, l'autre un homme qui va mordre un homme qui mord un chien est une information. Donc c'est quelque chose de normal. Hein. C'est au sein du MPS, dans la majorité, que les choses se passent. Donc en principe, ça devait aller. Et c'est même encourageant, parce que si c'est l'homme qui allait mordre les chiens, je ne sais pas comment vous allez écrire. Hein. Donc c'est très gentil.
Et puis à l'hémicycle aussi, le frère Béral m'a vu, il m'a dit qu'il m'a vu rire ou parler bon, par rapport à l'armée. Je crois qu'il aurait pu, mais je crois que bon, c'est très gentil. Mais il y a des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas transiger. Et ces questions-là, les autres qui étaient ici ont insisté dessus, l'unité du pays, sa stabilité et la paix, ça c'est des choses avec lesquelles nous au Tchad on ne peut pas s'amuser avec. Le prix qu'on a payé, pour arriver là, peut-être que vous étiez pas né, mais moi je suis de la génération de 70. J'entre dans la fonction publique quand le coup d'État a eu lieu et donc on m'a propulsé sous-préfet. J'ai vu tout ce qui s'est passé là. Aujourd'hui, merci à Dieu, on est arrivé là. Si on est vraiment un Tchadien qui aime son pays, l'étape à laquelle nous en sommes arrivés aussi, aujourd'hui, il faut remercier Dieu. Il faut vraiment remercier Dieu parce que personne n'imaginait que le Tchad soit là aujourd'hui. Les Maliens, là, rapidement, la communauté internationale est intervenue pour les calmer. Nous, on était restés dans notre bouillabaisse pendant, peut-être de manière très dramatique, pendant 4-5 ans, et puis ensuite ça s'est prolongé de manière latente, une quarantaine d'années. Donc, nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où les questions, j'insiste dessus, les questions liées à l'unité du pays, l'unité des Tchadiens, il ne faut pas s'amuser. Un gouvernement, même si on en met 1000, si cela peut nous permettre de vivre cette unité-là, moi je suis prêt à le faire. L'unité, la paix, comme on dit, n'a pas de prix. Donc, un gouvernement comme le mien, qui arrive dans une conjoncture où on a la stabilité, on a la paix, a la responsabilité de maintenir ça. Et il faut tout faire pour maintenir ça, pour éviter qu'on revienne en arrière. Donc, ça, c'est un objectif majeur. Des actions quotidiennes de l'État, du gouvernement, en particulier les réformes, puisque sur l'armée, je crois qu'on a repris encore tout à l'heure, et je préfère vous dire que la réforme de l'armée était, je dirais, la meilleure réussite de tout ce que nous faisons. Parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Pour moi qui ai travaillé sur ces sujets-là, d'abord en tant qu'enseignant, en tant que conseiller du président de la République, et aujourd'hui avoir la possibilité d'appliquer, je vous dis, si on a reçu une réforme, au Tchad, c'est l'armée, la réforme de l'armée. Ça, franchement, il ne faut pas qu'on nous endorme. Évidemment, ceux qui ne comprennent pas continueront à zazer, mais il ne faut pas qu'on nous endorme là-dessus. Nous avons dit dans notre programme que nous allons continuer cela parce que ça nous permettra de régler les questions de l'insécurité, les questions d'injustice, tout ça. Il faut traiter les corps paramilitaires. Nous sommes sur la police. Et ça va se passer comme ça. Après, dans le corps paramilitaire, donc la police, la douane, les eaux et forêts. Et après, l'administration. Quand on aura tout rénové, je ne sais pas dans quel temps, nous aurons un pays qui sera vraiment, qui fera la fierté, notre fierté d'abord, et qui sera admiré par ses voisins comme notre hymne national le dit. Okay. Merci. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à la réaliser. Et Dossier Amer revient dans 2 semaines. Au revoir.